mois, une mère appelle Lucie en panique. Son fils de 4 ans refuse de dormir dans sa chambre. Chaque nuit, il pointe le même coin du mur et dit la même phrase. « La dame veut que je joue avec elle. » Sauf qu'il n'y a personne. Aucun bruit, aucun mouvement, rien. La famille pense à un imaginaire d'enfant, jusqu'au jour où le petit décrit cette fameuse dame, avec des détails que personne ne lui a jamais racontés. Des détails qui collent parfaitement à l'ancienne propriétaire de la maison. Et ça, ce n'est qu'une des 21 histoires que Lucie m'a rapportées aujourd'hui. Lucie est médium, ou plutôt, elle perçoit des choses que certaines personnes ressentent sans savoir les expliquer. Ces phobies qui sortent de nulle part, ces lieux qui nous mettent mal, ces gens qui nous vident, ces schémas familiaux qui reviennent encore et encore. Qu'on y croit ou pas, elle a des récits qui interrogent, qui bousculent et qui, parfois, donnent froid dans le dos. Et ce, sans jamais parler de fantômes. Aujourd'hui, on va explorer ce monde-là, celui qu'on ne voit pas mais que certains disent ressentir. Bienvenue dans Story Cube avec pour la première fois l'une des plus grandes médiums de notre génération. Ma maman, tous les matins, voyait l'esprit qui était devant la porte de sa chambre. Je déconseille à tous de jouer au Ouija ou de convoquer des esprits ou de se dire « je vais appeler des guides ». Vous ne savez pas qui répond. Par contre, je me suis jamais amusée à aller en vie passée juste pour voir ce que c'était. Quand on y va, c'est qu'il y a quelque chose à aller soulager et on va toujours au moment de la mort. On part en vie passée et en fait, on se rend compte que pour des raisons qui lui sont propres dans cette vie-là, il l'a tuée elle et les enfants. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Story Cube. Aujourd'hui dans Story Cube, on accueille une invitée assez spéciale. Elle s'appelle Lucie et en fait elle a un métier plutôt atypique, elle est médium. Je vous propose sans plus attendre que Lucie nous présente déjà avant de commencer finalement. C'est quoi ce métier un peu atypique? Qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie finalement? Donc le mot médium, c'est un qualificatif que j'ai choisi parce que je suis simplement un canal qui fait passer les messages et les énergies aux personnes qui me le demandent. Et donc plus concrètement, c'est-à-dire t'as des gens qui viennent vers toi pour te demander... Parfois pour savoir un petit peu si leurs défunts vont bien, d'autres fois pour savoir si les choix qu'ils ont faits sont réellement les bons, et d'autres fois parce qu'ils ont des envies de changement de cap, d'univers et d'environnement, mais qu'ils ont besoin d'être confortés et rassurés sur ce qu'ils ressentent viscéralement. Quand tu dis si leurs défunts vont bien, c'est-à-dire que tu arrives à, par exemple, à prendre des infos qui te transmettent ou comment ça se passe? Quand tu dis que t'as un canal entre quoi et quoi finalement? En fait, si je te vulgarise les choses, pour moi, notre corps, c'est un tube. Et on a tous des antennes qui captent les messages et les énergies autour de nous. C'est simplement que certains, on a des prédispositions. Par exemple, quand on apprend des choses, on a certains qui sont plutôt visuels, auditifs ou kinesthésistes. Moi, dans la médiumnité, je suis kinesthésiste, donc je ressens ce qu'il y a autour de moi et ce que les gens ont dans leur corps et dans leur énergie. Et donc, un défunt, c'est également une énergie. Donc, quand ils ont besoin de se présenter, j'arrive à les capter. J'aime dire que j'ouvre mes antennes, ma Wi-Fi. Ouais, tu peux choisir un peu quand tu décides d'ouvrir tes antennes entre guillemets ou parfois ça peut arriver dans des moments impromptus ou... Alors c'est une très bonne question. Au démarrage, je l'ai subi. C'est-à-dire que tu captes tout le temps, tu n'arrives pas à faire la part des choses, tu ne sais pas si tu dois dire ce que tu ressens par rapport à la personne ou si un défunt vient te voir ou si tu sens que la personne vit quelque chose de compliqué. Et en fait, moi j'ai pris le parti de respecter le libre arbitre et que si on ne me demande pas, je ne le fais pas. Dans mon métier, avant, j'étais cadre. Donc tu t'arrêtes jamais vraiment de travailler. Et à un moment, je me suis dit, il faut s'imposer des horaires et des limites. En fait, dans l'énergétique, je fais pareil. C'est-à-dire que j'ouvre et j'allume ma Wi-Fi. Donc quand je suis dans mon quotidien, je capte pas les messages. Ouais, c'est ça. J'ai choisi de refuser d'être à disposition de l'invisible. Et tu décides d'ouvrir uniquement quand tu dois... Quand je suis en séance. Une séance qui est programmée et qui a été demandée par quelqu'un. Comment ça se passe une séance d'ailleurs avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet? Je pense que ça peut grave intéresser les gens. Mais genre, est-ce que, je sais pas, tu prends 1h30 à quelqu'un, puis il se passe quelque chose? Ou est-ce que finalement parfois le défunt ne se présente pas? Comment c'est? Alors j'ai deux types de séances. J'en ai d'une heure où ça s'appelle des guidances. Donc c'est là où moi je vais capter toutes les informations qu'il y a autour d'eux et je vais leur transmettre. J'appelle ça l'état des lieux. Et puis j'ai les séances que j'appelle du soin d'âme où là je fais la partie guidance et il y a 1 heure supplémentaire où là on fait du soin énergétique. Donc si on a vu que dans notre tube énergétique il pouvait y avoir des émotions cristallisées, des vies passées peut-être qui interfèrent, des liens transgénérationnels qui peuvent nous bloquer, eh bien nous on va venir nettoyer, mettre à jour et reparamétrer notre corps. Ok, putain, hyper intéressant, on y reviendra un peu plus dans les détails après avec plaisir. J'ai une question qui est hyper intime et qui me vient comme ça. Comment t'as démarré dans ce milieu finalement? Est-ce que, je sais pas, ça t'est venu comme ça ou comment tu... La fameuse question. Alors depuis petite je sentais beaucoup les choses. Pour moi c'était ma
la normalité, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Quand tu vois tes copains à l'école, quand tu vois ta famille, tu sens bien que tu captes pas les mêmes choses. À l'adolescence, j'ai choisi de fermer ces choses-là parce que je les subissais. Je me suis jamais fait attaquer, parasiter, mais le fait de pas vivre dans la même réalité que les autres, c'est toujours un peu compliqué. Et à l'âge adulte, j'avais tout pour être heureuse. Mon foyer, un super boulot. Et du jour au lendemain, j'ai senti que j'étais plus alignée avec les valeurs. Et mes antennes se sont ouvertes d'un coup. Et donc, j'ai commencé à capter tout ce qui se passait autour de moi. Et donc là, tu t'es dit, je vais essayer je vais me lancer là-dedans. Ouais. En fait, le fait de comprendre comment fonctionnaient les personnes et ce que je pouvais sentir d'elles, je me suis dit, ok, je vais faire du coaching. Et très vite, j'ai compris que c'était pas du coaching, que c'était d'autres informations que je pouvais capter. Pour entrer un peu plus dans le concret, ça veut dire que tu peux par exemple percevoir des messages que des défunts peuvent te donner ou c'est que des émotions? Comment ça? Alors, j'ai certains défunts qui viennent m'expliquer comment ils sont morts parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Certains ont besoin de dignité aussi sur la manière où ils sont décédés. Certains ont besoin de rassurer leur famille pour leur expliquer s'ils ont ou non souffert. J'ai eu une fois une expérience très parlante dans mes débuts où je parle avec la personne et je commence à avoir très très mal à la cage thoracique et à la gorge. Et j'arrête la personne qui est en train de me parler et je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un qui se présente à moi et il y a un cancer, là, il y a la trachée. Et là, la personne s'effondre et me dit, c'est mon papa. Donc en fait, déjà, les défunts se manifestent. Moi, je veux pas les prénoms. C'est eux qui viennent. Moi, je les appelle pas. Et ensuite, s'ils ont un message à transmettre, ils me le passent par mon corps. Et si je dois mettre en connexion un défunt, c'est comme si je branchais le défunt et la personne en Bluetooth. Ouais, ok. Ouais. Voilà, mais je vais pas faire de connexion. Moi, je vais donner des messages et des messages. Ça, c'est pas ma façon de faire à moi. Ok, ouais. Pareil, c'est une question un peu bête, mais pour arriver à un stade où tu transmets ces messages-là, est-ce que tu passes par une étape d'apprentissage ou c'est hyper bête, mais je connais quelqu'un une fois qui c'est très random, hein, mais c'est une vraie anecdote, mais qui allait à une école de médiumnité. Est-ce que c'est des trucs qui existent vraiment? Enfin, est-ce que du coup, t'as dû faire un truc comme ça ou comment ça? Alors moi, je me suis formée en coaching pour justement avoir une structure d'accompagnement. Et ensuite, la médiumnité, pour moi, c'est le fond de ce que je transmets. Mais j'ai une forme, j'ai quelque chose voilà. Je pense que c'est bien de pouvoir avoir justement des endroits, des lieux où on peut créer une synergie avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Déjà, on se sent moins seul. Et ça permet aussi de comprendre les limites de ce qu'on a le droit de faire et de pas faire. Plutôt que de l'expérimenter de son côté, soit se brûler un peu les ailes ou se faire attaquer, polluer ou parasiter facilement par des choses qui pourraient être autour de nous. Est-ce que toi, à titre personnel, je sais pas, t'as déjà pu communiquer avec t'as déjà pu ressentir des choses d'un défunt que t'aurais connu, par exemple ou moi, personnellement, ouais. Oui, bien sûr. Donc mes aïeuls qui sont partis, il y a des périodes de vie où je peux avoir certaines manifestations. Et pour aller encore plus loin, même certaines âmes qui sont arrivées autour de moi, mais qui n'ont pas forcément pu arriver, comme des enfants, je peux également les percevoir. Je suis une médium très très connectée aux âmes des bébés qui n'ont pas pu naître ou qui sont partis trop tôt. C'est ça, ouais. Attends, c'est fou, ça veut dire qu'un bébé qui n'est pas né, il a quand même son âme finalement qui va dans le... Il y a un terme pour employer ça, je sais pas, un monde de l'au-delà ou j'en sais rien ou... Moi j'appelle ça la source, la lumière. Okay. Et après je pense qu'en fonction de nos croyances, nos religions, chacun y met les mots qu'il veut. Il me semble que parfois tu as parlé du monde de l'invisible. Oui. C'est quoi finalement ce terme-là? C'est quoi Tous les jours on utilise la Wi-Fi. Ce sont des ondes, ça apporte une information. Mais en fait, c'est la même chose. Une âme qui n'est plus dans un corps, dans un véhicule terrestre, peut être désincarnée, mais il est toujours présent. Et certaines âmes vont rester dans ce qu'on appelle le bas astral, donc sur le monde terrestre, sur le plan terrestre, mais ils n'ont plus d'énergie vitale. Donc c'est des âmes qui sont parfois perdues, parfois en colère, parfois qui restent pour un proche. Et puis, on a les âmes qui remontent à la lumière, à la maison, et qui, elles, peuvent être nos protecteurs, nos anges gardiens, et qui peuvent veiller sur nous. T'as déjà eu peur de ce que tu voyais ou de ce que tu peux ressentir? Non, j'ai jamais eu peur parce que j'ai foi en fait en la lumière et en ce qui se passe. Pour moi, on est des êtres de lumière dans des corps d'humains et pas l'inverse. Donc pour moi, en fait, c'est juste nous sans masque et le plus pur possible, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Avant qu'on passe aux différentes histoires et anecdotes que tu nous as envoyées à travers ton métier, c'était tout bête, mais les gens peut-être se demandent pourquoi est-ce qu'il y a une bougie finalement aussi dans le studio? Eh bien, si j'ai qu'un basique de travail à avoir, c'est ma bougie. La lumière protège. Okay. Et le fait d'avoir cette bougie, c'est le moment où je m'autorise à ouvrir ma Wi-Fi et de pouvoir parler de qui je suis, ce que je fais et de toutes les histoires que j'ai pu vivre. Donc c'est une sorte de protection en fait. Oui, tout à fait. Le premier aspect que je voulais aborder, c'était l'aspect d'âme errante. Ça c'est quoi déjà concrètement, juste une âme errante? Donc c'est une âme qui n'a plus de corps. Le corps est un véhicule.
Et une âme errante, c'est une âme qui est restée sur le plan terrestre. Comme je le disais précédemment, il peut y avoir différents motifs pour lesquels les âmes vont rester. Certaines vont rester parce qu'ils veulent rester près de la famille, ils ne veulent pas les abandonner. D'autres parce qu'ils sont attachés aux biens matériels, donc ils veulent rester dans leur maison. D'autres étaient trop en colère, donc ils n'arrivent pas à partir, ils sont trop maintenus avec des émotions. Et puis certains croyaient tellement pas qu'on pouvait être autre chose que des êtres humains qu'ils se retrouvent un peu bloqués. Et il y a une dernière catégorie qui est les catégories où j'ai beaucoup de compassion, c'est pour ceux qui ont eu des morts traumatiques, qui ont eu des morts très violentes et qui parfois ne comprennent même pas qu'ils sont morts. T'as un exemple comme ça d'histoire que tu aurais avec une mort traumatique que tu peux dévoiler sans évidemment dévoiler la personne en question? Tout à fait. Je reçois une jeune femme qui m'explique qu'une de ses amies est décédée et qu'elle souhaiterait avoir des nouvelles de sa part. Et donc moi, je choisis, dans mes conditions générales de médiumnité, d'être plus connectée en haut qu'aux âmes qui sont en bas. Ok. C'est un choix. C'est pourquoi? C'est pour... En termes de vibration et de Ok. protection, je suis beaucoup plus alignée avec des défunts qui ont souhaité retrouver la maison que des défunts qui sont en PLS et qui n'ont pas forcément envie de partir. Ouais, ok. Voilà. Moi, je respecte aussi le libre arbitre du défunt et je ne vais pas l'obliger à aller monter ou l'enlever. Ouais, bien sûr. Voilà. Et de ce fait, je ne veux pas non plus qu'il me parasite ou qu'il me pollue parce que lui, il n'a pas d'énergie vitale. Donc s'il vient près de moi, potentiellement, je suis une batterie sur pattes. Donc dans cette histoire, cette femme qui reste dans le bas astral parce que... Donc le bas astral, c'est là où il y a les âmes errantes, par exemple? Exactement, elle n'est pas remontée. Elle est perdue dans le film parce qu'en fait, on l'a poignardée. Tout ça, quand juste elle me dit « mon amie est morte », je commence à avoir une sensation au niveau de du ventre. Je lui dis « mais il y avait une ceinture, on était dans une voiture ». Elle me dit « non, non ». Et je lui dis « écoute, j'ai quelque chose au niveau du ventre ». Et je lui dis et je sens la lame dans le dos et on l'a poignardée, cette femme. Et donc là, elle s'écroule, elle me dit « oui, on l'a poignardée, elle était enceinte de 6 mois ». Et en fait, l'âme de son amie, je l'ai autorisée à rentrer puisque là, elle venait pour avoir besoin de reconnaissance, qu'on voit ce qui s'était passé. Et en fait, elle avait besoin de savoir si son bébé était toujours là ou si l'âme du bébé était remontée. Donc elle n'a pas pu monter. Elle avait l'instinct maternel qui restait. Est-ce que finalement, d'ailleurs, toi, tu es en mesure de savoir ça ou pas forcément À partir du moment où j'ai une âme qui me sollicite pour une information, si c'est juste, on me la donne. Et moi, j'accueille les informations, je ne vais pas les chercher. Et là, en l'occurrence, par exemple, son bébé, par exemple, Il était remonté. Ok. Donc elle a ce bon, nous, elle l'a su, elle est remontée. On n'a pas eu à faire de passage d'âme, en fait. On a eu besoin de l'aider à reconnaître la situation et à lui donner cette hauteur qu'elle n'arrivait pas à voir d'elle-même. T'as déjà eu, par exemple, des âmes perdues ou des histoires comme ça? J'en ai une où t'avais précisé, par exemple, que c'était une âme perdue attirée par la lumière des vivants. Oui. Ça c'est quoi, concrètement? Comme je l'ai précisé tout à l'heure, ils n'ont plus de corps, donc ils n'ont pas d'énergie vitale. Eh bien, ils sont bien obligés d'aller se nourrir quelque part. Ok. Eh bien, certaines âmes vont voir de la lumière chez les autres et elles vont se recharger sur les vivants parce qu'elles n'ont pas d'énergie vitale. Dans cette histoire de personnes qui étaient polluées, parasitées, j'ai une femme d'une 40aine d'années qui se présente chez moi et qui me dit « écoute, ça fait des mois que j'enchaîne les galères entre la voiture qui tombe en panne, les enfants qui vont pas bien, des conflits avec mon mari, j'adorais mon boulot, je m'y sens plus bien. » Tu vois vraiment la loi des séries. Et puis, quand je me connecte à elle, je sens une énergie vraiment très, très lourde, très dense. Et en fait, je me rends compte qu'elle a une faille énergétique dans le dos. Alors une faille énergétique, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une cicatrice. C'est comme tout, sur ton corps, une cicatrice fait que ta peau est plus fragile. Eh bien, en énergétique, une faille, c'est que on peut facilement passer. Eh bien, en fait, elle avait une colonie d'âmes errantes qui étaient branchées sur elle, comme un phare, en fait. Et ils étaient attirés par sa lumière, et donc ils se branchaient sur elle. Et donc, elle portait ce qu'on appelle des vibrations basses, parce que le bas astral n'étant pas quelque chose qui permet de se recharger, Ok. ben, en fait, elle se faisait pomper. Ce qui se passait en énergétique avait des conséquences sur sa vie tangible, matérielle. Et parfois, on se dit, mais je comprends pas, en ce moment, je vais pas bien. En fait, des fois, c'est pas de notre fait totalement. Mais du coup, comment ça peut avoir des conséquences dans ce monde réel? C'est-à-dire que mentalement, elle va moins bien et du coup, ces actes comme ça, ou c'est juste... Enfin... Alors, il y a le côté mental, parce qu'il y a une partie de toi qui essaye de gérer ce qui se passe et tu comprends que t'as pas la main sur tout. Donc ça, c'est déroutant. Et il y a aussi la partie où, si on considère que notre corps est une prise et qu'il y a 150 prises branchées dessus, ça te prend de l'énergie, même si tu as l'impression que ce n'est pas le cas. C'est ça. Et c'est ce qu'elle vivait, en fait, c'est ce qu'elle subissait. Toi, tu fais quoi dans ces cas-là? Déjà, je l'aide à l'identifier, je lui explique ce qui se passe. Ensuite, je lui fais ressentir, parce que je suis personne pour dire il faut débrancher. Et en lui faisant ressentir, c'est là où elle sent l'inconfort, elle sent que c'est pas normal et elle a juste envie de débrancher les fils. Et moi, je vais l'aider à retirer les fils. Ok, ouais.
ça se passe comment? Comment tu peux guider en fait une personne pour débrancher? Désolé, c'est un peu abstrait. Mais Alors, tout à l'heure, tu me demandais le type de prestation. Ouais. Donc la guidance, c'est vraiment j'explique, et le soin énergétique, j'explique et on passe à l'action. Ah oui, c'est ça, ok. Et ben tu vois, quand je mets ma casquette de je passe à l'action, je me considère un peu comme un technicien. Ok, ouais. Et notre corps, je le passe en mode livebox. Et pour moi, on a chacun nos caractéristiques, et au fur et à mesure, en fait, on m'envoie ton mode d'emploi. Ok. Donc ça m'aide à dire, on va le retirer comme ça, chez toi, ça se passe comme ça. Hyper intéressant. Il y a une autre histoire que tu nous as envoyée où apparemment il y aurait quelqu'un ou un défunt, je sais pas, qui avait pas envie qu'on soit chez lui. Ça c'est possible, ça arrive là? Ouais, ça arrive. Il y a certains défunts qui sont attachés aux biens matériels. Ouais. Il y a certains défunts qui sont attachés au lieu. Et donc parfois, ils n'ont pas envie de partir. Ils veulent rester sur ce plan. Et puis parfois, on a aussi des défunts qui restent parce qu'ils n'ont pas fini quelque chose. Tu sais, des fois, tu as envie de concrétiser des choses dans ta vie, mais tu n'as pas pu les réaliser. Et tu les vis à travers d'autres personnes. Et donc, je vais t'expliquer, te raconter une histoire que j'ai vécue moi personnellement. J'accouche de mon premier enfant. Avec mon mari, on avait acheté notre première maison. Et dans cette maison, je me suis toujours sentie très bien. Et au moment où je passe avec la coque de mon bébé dans la maison, je sens un regard sur moi. Je me sens oppressée, je me sens jugée. Bon, je me dis, t'es fatiguée, tu viens d'accoucher, c'est pas... Voilà. Les jours passent et cette sensation ne me quitte pas. Et puis... Vous habitiez déjà depuis longtemps dans la maison? Ça faisait 2 ans qu'on était dans la maison, et puis j'avais jamais eu de problématique particulière. Mais voilà, vraiment, tous les jours, ça s'intensifie un peu plus, et voilà. Et puis, il y a un moment où je change la couche de mon fils et je sens derrière mon épaule droite quelqu'un qui regarde ce que je fais, qui regarde mon fils. Je sens que dans la chambre de mon fils, il y a quelqu'un qui le regarde. Et puis un jour, je suis en train de faire quelque chose dans la maison. Mon fils se met à pleurer et je peux pas monter à la seconde. Et je sens un jugement de il faut que tu ailles voir ton fils. Et en fait, là, je comprends que la personne qui vivait avant dans la maison, donc qui s'appelle Juliette, qui est décédée dans la maison, n'a pas eu d'enfant. Voilà, il y a eu un mort-né et elle n'a pas pu ramener son enfant à la maison. Et moi, j'ai ramené l'enfant à la maison, donc elle considérait mon fils comme le sien. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, au tout début, je me suis dit, ok, j'ai compris que tu étais là, mais c'est mon bébé. Et puis, la fameuse histoire que je viens de te raconter, ça a été la goutte d'eau de dire, bon, maintenant, stop. Et en fait, là, je me suis positionnée. Écoute, c'est moi la maman. Et je parlais dans ma maison. Je sais que t'es là, c'est ok, parce que c'était ta maison. Par contre, aujourd'hui, c'est chez moi. Et donc, que tu montes ou pas, je m'en fiche. Tu as le droit de rester sur le plan terrestre. Par contre, c'est pas ton bébé, c'est le mien. Donc maintenant, tu le laisses tranquille. Je t'interdis d'aller dans sa chambre. Je t'interdis de juger ce que je fais. Je fais ce que je veux et ce que je peux avec mon fils. Et le seul endroit où tu as le droit de rester dans la maison, c'est dans la cave. Ok. Point. Et au début, ça peut sembler tellement abstrait de se dire mais on peut pas virer une âme comme ça ou lui demander de partir. Mais en fait, c'est pareil que quand on parle avec quelqu'un. Ouais. Si je dis à quelqu'un tu sonnes pas chez moi à telle heure, normalement la personne va respecter, sinon j'ai le droit de me fâcher. Tu vois, c'est des limites. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait mettre des limites énergétiques. Et est-ce que du coup, depuis, elle la respecte ou pas forcément? On commence à... Alors moi, depuis, j'ai déménagé. Okay. Mais du jour où je lui ai demandé, elle s'est plus jamais manifestée dans la maison. Okay. Elle est restée à la cave. Et le jour où j'ai déménagé, j'avais 2 de mes amis qui connaissaient l'histoire. Et je me suis absentée quelques minutes de la maison. Et les 2 m'ont dit, on a senti Juliette, elle est remontée dans la cuisine, quoi. Okay. Donc j'ai trouvé ça aussi assez beau parce qu'à l'époque, moi, la médiumnité, c'était pas du tout mon univers. Mais j'ai bien senti quelque chose. Et le fait que mes amis l'aient perçu aussi, c'est ça. J'ai trouvé ça... Incroyable, parce que finalement, est-ce que tout le monde peut percevoir ce genre de choses ou finalement c'est un don, j'en sais rien, tu vois, est-ce que... Alors le mot don, on le retire. Ok, je sais pas. Mais... Non, on a tous nos capacités. Certains en plus vont être plutôt clairvoyants, d'autres clairaudients, d'autres dans le ressenti. Moi, je suis plutôt dans le ressenti, chose que j'apprécie beaucoup parce que le corps peut pas inventer une émotion. Ouais. Le corps peut pas inventer un ressenti, alors que le mental, on pourrait toujours se demander si c'est nous qui imaginons ce qui se passe. Et on a tous des antennes, donc oui, on peut tous capter ce qui se passe dans l'invisible. Putain, c'est dingue. Est-ce que je sors un petit peu de ce contexte-là, mais si tout d'un coup quelqu'un, je sais pas, en voyant la vidéo, voudrait, c'est bizarre ce que je dis, mais voudrait mieux ressentir ou voudrait essayer de ressentir ce que tu sens, est-ce qu'il y a des choses, des conseils qu'il peut appliquer? Est-ce qu'il y a, j'en sais rien, des livres qu'il peut lire? Qu'est-ce que tu conseillerais finalement des gens qui voudraient essayer de se connecter pour découvrir ce monde-là ou... Alors pour ouvrir son intuition, surtout il faut pas chercher à enclencher les choses. Okay. Ça devient dangereux quand on fait ça. Ça peut générer de l'ego et ça peut attirer à nous des entités qu'on n'aurait pas forcément envie de fréquenter. Ok, oui. Voilà. Par contre... J'annule le cox. Tout de suite. Par contre, le fait de se documenter, de lire, et aujourd'hui YouTube c'est une super plateforme également pour avoir des informations sur ce qu'est l'invisible, comment ouvrir son intuition. Moi, la manière où je l'ai fait, c'est que j'ai toujours eu confiance en ce que je percevais. Okay. Et en fait, il n'y a personne qui pourra valider à
la place de nous-mêmes, ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit. Et plus la personne va créer cette confiance en elle, plus ça sera facile pour elle d'ouvrir son intuition. Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir, je sais pas moi, des âmes qui restent pour veiller sur quelqu'un ou tu vois, qui viennent pas forcément partir pour protéger quelqu'un, j'en sais rien. Ouais, j'ai l'histoire d'une femme qui était infirmière et son mari était docteur et elle l'a accompagnée à la fin avec ce cancer qui l'a terrassée. Et Il l'a accompagnée ou elle elle l'a accompagnée, c'est lui qui est parti. Ouais. Elle arrive, elle est vraiment toute douce, etc. Sauf que derrière elle, il est là. Et comme il n'a pas d'énergie vitale, malgré lui, il lui prend de l'énergie vitale. Ouais, c'est ça, ok. Il reste branché finalement. Tout à fait. Et lui, il est là par bienveillance, en se disant je t'abandonne pas, je suis là, je veille sur toi. Mais en fait, il en était à un point de bascule où sa présence devenait néfaste, puisqu'elle était plus en train de parasiter le quotidien de sa femme que de la porter. Et donc, quand j'ai simplement expliqué ça à sa femme, elle m'a dit « Ok, j'aimerais pouvoir lui dire au revoir et lui dire que c'est ok pour moi qu'il parte. » Parfois, c'est nous qui demandons à nos défunts de rester. Là, c'était pas le cas. C'était vraiment lui qui voulait rester. Et donc, on a fait le côté énergétique pour lui ouvrir le portail et qu'il puisse remonter où il avait envie de remonter. Et est-ce qu'on peut ressentir une émotion quand on est par exemple, quand on est une âme errante ou j'en sais rien, est-ce que du coup, il peut être triste que, tu vois, ils lui disent de remonter ou est-ce que, Oui, en fait, quand on se connecte aux âmes, tout de suite, il n'y a pas de filtre, en fait. Donc si l'âme, elle est en colère, on le sent. Si elle est triste, elle nous le dit tout de suite. Vu que moi, je les connecte les uns aux autres, la personne, viscéralement, elle ressent ce que l'énergie est en train de lui transmettre. Donc c'est pas « Ah, il me dit qu'il est triste ». C'est elle-même, elle le ressent viscéralement qu'il est triste. Et c'est ça que je trouve magnifique parce qu'en fait, parfois, on me demande de détailler, d'écrire et je dis toujours « Quand on l'a pas vécu, on peut pas comprendre ». Et là, ça leur permet de le vivre et vraiment de se connecter avec leur conjoint dans ce dernier voyage. Il y a des côtés un peu plus sombres, finalement, de ce bas astral. Oui. Wow. Comme par exemple? Alors, il y a des côtés où il y a des âmes qui veulent pas monter, et puis il y a des énergies qui sont pas forcément des âmes et qui sont des choses assez lourdes. D'ailleurs, je déconseille à tous de jouer au Ouija ou de convoquer des esprits ou de se dire « je vais appeler des guides ». Vous ne savez pas qui répond, surtout. Ça, c'est vraiment un truc que tu déconseilles toi, en tant que médium. Je suis la première à travailler avec l'invisible et à n'appeler personne. Ok, putain, c'est dingue, c'est bien intéressant ça. Quand on s'amuse à ouvrir des portails, il y en a qui répondent. Ouais. Voilà, mais on ne sait pas qui on appelle, on ne sait pas qui on va avoir à côté de nous. Est-ce que finalement, c'était bête comme question, mais est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut ouvrir un portail techniquement? Il faut quand même avoir une certaine... Je te dis un truc au pif, mais par exemple, je sais pas si c'est une bande de potes qui n'y croient pas du tout à ça, mais qui le fait pour rigoler. Est-ce que ça peut quand même malencontreusement... Putain, c'est dingue. Parce qu'on active quelque chose. Ok, ouais. Notre mental, c'est les êtres humains que nous sommes. Mais quand on meurt, est-ce qu'on dit paix à son mental ou paix à son âme? Donc pour moi, notre flamme, elle est là. C'est nos âmes qui agissent. Et quand on parle de magie, la magie, en fait, c'est l'âme qui agit. Et donc, n'importe quel fait qu'on va faire, que ce soit consciemment ou inconsciemment, l'âme agit, peut générer la magie de n'importe quelle couleur. Et donc dans ces âmes errantes, on en a certaines qui sont joueuses, sont taquines, aiment se nourrir de la peur, de tout ce qui peut être des énergies lourdes, les tristesses chez les autres. Et donc vont venir comme des sangsues se coller pour faire de nous des pantins. Et ça, comment ça marche? Est-ce que tout d'un coup la personne va se sentir triste ou est-ce que... Alors parfois on va avoir le fait de se dire tout est injuste, tout le monde est méchant, tout le monde c'est des CON, rien ne va, c'est la faute de tout l'univers, c'est jamais notre faute. Le fait déjà d'être dans des énergies de lutte, de combat, on a le droit de sentir des injustices sur certaines choses dans ce monde. Ouais. Par contre le fait d'être toujours dans cette énergie-là, peut être se poser la question est-ce que c'est totalement nous qui sommes aux commandes? Et généralement c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous manipuler à l'intérieur de nous. J'ai une note aussi un peu bizarre, mais qui serait donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand il y a des soldats qui sont morts sur les champs de bataille ou des gens torturés? Est-ce que ça reste finalement des âmes errantes ensuite ou est-ce que... Alors, tout dépend. Par exemple, sur certains champs de bataille, certains soldats ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, eux, ils vont rester errants parce qu'ils vont être vraiment dans on est paumé dans le film. Ouais, ok. Dans le game, on ne sait pas où on en est. Et il y en a d'autres qui étaient tellement en colère, cette vibration et émotion de colère les maintient sur Terre. Je suis de Picardie. En Picardie, on a eu quand même de grosses batailles. Et bien, quand je passe à certains endroits, je peux pas regarder les champs. Ok. Parce que c'est tellement lourd en vibration, il y a tellement de monde que... Ah putain, il y a encore des ordres de personnes sur les... Ouais. Toi, du coup, tu vois ça visuellement ou tu ressens en fait... Je les sens et si je les perçois, tu vois, quand tu regardes une bougie et que tu vois la lueur de la bougie, ouais. Moi je vois ça.
Ok, ouais. Voilà. Donc tu vois des sortes d'énergie, de chaleur comme ça qui... Ouais. Ok, ouais. C'est ça. Pareil, c'est une question un peu stupide, mais quand on voit un peu dans les films où... Enfin, t'en penses quoi en fait d'ailleurs des représentations de ce monde-là, par exemple dans les films, genre des fantômes ou des démons, des trucs comme ça qu'on voit dans les films, est-ce que ça, c'est un truc où tu te dis, bah, en fait ça ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie, ou est-ce que tu te positionnes comment vis-à-vis de ça? Moi, je suis plutôt d'accord. Pour moi, chaque chose qui est créée, qu'on a imaginée, c'est qu'elle vient de quelque part. Donc, pour moi, ces représentations, elles viennent de quelque part. Je vais plus dormir ce soir. C'est fini. non, mais ok, hyper intéressant. Donc t'es pas non plus en mode, c'est complètement... Pas du tout. Par contre, moi, j'ai choisi de ne pas être dans la lutte, le combat et le convaincre avec ces énergies-là, parce que je sais qu'elles vont me pomper. Voilà, c'est un choix de branchement. Comme certains choisiraient telle radio ou telle radio, moi, je choisis d'être sur telle fréquence vibratoire. Mais du coup, il n'y a pas quand même de possibilité, je te dis un truc random, mais dans les films, souvent, t'as des trucs, là, je sors encore un peu du registre, mais t'as des trucs où t'as des gens qui se font genre possédés par une autre âme ou des trucs comme ça. Dans la vraie vie, est-ce que c'est un truc qui est possible selon toi ou... Quand je te parle de sensu et de manipulation... C'est un peu la même... Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces personnes-là peuvent encore se contrôler ou en fait, comment ils font quoi, si un jour... Elles subissent. Elles subissent, ouais. Ok. Elles subissent jusqu'au moment où certaines ont encore un peu de libre arbitre, donc vont réussir à entreprendre certaines démarches et pouvoir se libérer par elles-mêmes. Et d'autres vont devoir avoir des soins énergétiques ou des actes qui sont beaucoup plus forts pour essayer de retirer ce qui les consume à petit feu. T'as déjà eu comme ça des gens qui avaient peut-être l'impression d'être suivis par des énergies négatives Oui, ou, et certaines parce que quand elles étaient plus jeunes, ont joué avec ça, donc elles ont ouvert des failles. Ah putain. Ouais. T'as déjà eu littéralement Oui. un cas, des cas où t'as quand même... Putain, c'est ouf. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, toi, Rien. Si la personne ne me demande pas, j'ai rien à faire. Et si la personne me le demande, moi je vais reconnaître l'énergie qui est sur la personne. Donc si c'est une énergie lourde, si c'est une énergie qui cherche à vampiriser, à pomper. Et ensuite, c'est un petit peu comme si je posais les limites pour que ça puisse retirer l'énergie. Donc je désinfecte, je nettoie pour éloigner. Et ensuite, les fameuses limites vont aider et permettre qu'elles ne puissent plus venir C'est possible que se ça... greffer. C'est possible que ça marche pas, ton intervention genre, Alors, que... moi, j'ai jamais eu le cas parce que toutes les fois où on a pu me le demander, c'est que je pouvais intervenir. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas eu de cas où j'ai eu à refuser. Par contre, il y a des mots que j'utilise pas. Parfois, on vient me voir en me disant on m'a acheté un sort ou j'ai de la magie noire sur moi. Non, moi, dans ma vérité, il y a eu une intention, il y a eu une vibration, il y a eu quelque chose, une jalousie, tu vois, quelque chose qui a été porté et c'est ça qu'on va retirer. Je pars pas dans tout ce qui est rituel, protocole. Je suis vraiment très cartésienne et terre à terre entre ce que je sens et comment on peut le retirer. Ça veut dire qu'on peut factuellement quand même poser une intention sur quelqu'un ou poser une mauvaise énergie sur quelqu'un ou... Comme parfois, on va se retrouver avec des personnes et quand on les quitte, on se dit « Oh là là, je suis vidée ». Ouais. Ils nous ont pompé. C'est ça, ouais. Et certaines personnes qu'on va côtoyer, on va se dire « Oh là là, je suis hyper joyeux, je me sens trop bien ». En fait, c'est la vibration qu'on a en face de nous, quoi. Okay, ouais. Donc, qu'elle soit incarnée ou qu'elle soit désincarnée, une âme peut nous prendre et nous donner. Les vibrations des gens, toi, tu les ressens continuellement ou Ça oui, par contre. Ça oui, ok, ouais. Et ça marche un peu comment? C'est genre... Moi, je dis qu'une âme, ça a une odeur, une couleur, une texture. Okay, ouais. Et en fait, c'est comme tout, il y a des odeurs qu'on apprécie plus que d'autres. Et pour ne pas subir et pour pas me détacher du monde entier, parce que des fois, il y a certaines odeurs que tu dois faire avec, hein. Et je ne fais pas de contact visuel. Pour moi, les yeux sont la porte de l'âme. Et si je me mets en connexion visuelle, c'est que vraiment, je suis un échange émotionnel. Sinon, je regarde les gens ici. Okay, et comme ça, il n'y a pas de lien qui peut se créer. Ouais. Donc, je subis pas. Ok, ça marche, ouais. Comment tu détermines si tu ressens une vibration que t'aimes moins ou que t'aimes bien ou enfin, est-ce que visuellement tu vois des couleurs ou est-ce que tu... C'est mon visage tout de suite, mon comportement, ma posture. Quand on parle souvent de la PNL, on parle souvent aussi du langage corporel. C'est pas anodin quand quelqu'un fait ça, on ferme le plexus solaire, donc on veut pas être connecté à l'autre. Quand quelqu'un va avoir la position qui est tournée, c'est de la fuite. Ça marche. C'est de la fuite. Quand on va avoir des personnes qui vont parler fort et qui vont prendre beaucoup de place, ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir de l'amour, de la reconnaissance. Il n'y a pas que le côté leader, il y a aussi des failles. Et donc tout ça, c'est moi qui choisis. Est-ce que là, je sens que ça va me pomper ou est-ce que là, c'est juste pour moi et j'ai envie d'être dans l'échange? Tu as parlé de lieux tout à l'heure qui conservaient en fait des âmes errantes, des souvenirs ou des mémoires. T'as d'autres anecdotes comme ça où tu arrives sur des lieux, tu dis « Ah putain, là, c'est un lieu qui est chargé Déjà, si on part sur tous les lieux sacrés, quand on entre dans une église, moi, je suis allée à Lourdes il y a quelques
quelques mois, à partir du moment où on rentre déjà juste dans la ville, il y a des choses qui peuvent se passer. Et puis on a certaines maisons aussi, par rapport à où elles ont été construites, parce que les terres aussi ont eu des vies, il n'y a pas eu que les murs en eux-mêmes. Est-ce que du coup les âmes, ça n'a rien à voir, mais est-ce que du coup les âmes errantes, elles meurent à un moment donné, ou en fait c'est infini, du coup tu peux voir c'est bizarre ce que je dis. Infini. Donc en fait tu peux voir techniquement des âmes errantes qui datent de siècles antérieurs, tu vois, ou de... Oui, il y a certaines âmes sur des champs de bataille, c'est pas la guerre 14-18. Et comment ça se passe? Est-ce que comment t'arrives à déterminer si c'est une âme qui date d'il y a longtemps ou pas? Est-ce que tu... En fait, dans la vibration que je vais sentir d'eux, et tu sens comment ils sont habillés, Ok. tu sens la période, l'époque. Moi, le truc qui m'interpelle le plus, c'est que je me rends compte de comment sont les chaussures. Est-ce qu'ils sont pieds nus? Enfin, tu vois, je sens les habits, etc. Donc la période est assez facile à situer quand c'est comme ça. Et tu parlais tout à l'heure de lieux sacrés. Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça qui t'ont marqué, tu vois, ou Alors moi, comme je suis pas très rituel et protocole, j'essaye de me détacher de ça. Par contre, j'ai conscience que des fois, si je suis mal à l'aise quelque part, c'est pas forcément les personnes, ça peut être l'environnement du lieu. Des fois, ça peut être un restaurant, parce que l'énergie de ce qui a été avant, c'est le cas. Je me suis déjà retrouvée dans la maison d'une amie où j'étais hyper mal à l'aise, et puis quelques mois après, elle m'annonçait qu'avec sa sœur jumelle, toutes les nuits, il y avait l'apparition d'une dame blanche qui venait entre leurs lits. Donc je comprends mieux pourquoi j'étais pas à l'aise à l'époque. Voilà, ça donne du sens, et en fait, la maison est construite sur un ancien cimetière indien. Donc il y a des marques, il y a des traces. Dans les films, parfois, on voit aussi ces trucs de... Il y a des gens qui rentrent... Enfin, il y a souvent ce schéma, en fait, de film d'horreur où t'as une famille qui rentre dans une maison, et en fait, la maison, elle a du vécu, et il y a déjà un esprit qui hante la maison, en fait, depuis des années, avec une backstory, un truc comme ça. Est-ce que, du coup, dans la vraie vie, finalement, ce truc est possible, selon toi, ou pas forcément Je vais te raconter ma propre histoire. Donc, petite, mes parents achètent un ancien corps de ferme, et dans ce corps de ferme, je passe ma vie à jouer dans le grenier, seule, parce que je suis enfant unique. Quand j'ai des copines ou des cousines qui viennent, elles ne peuvent pas monter dans le grenier, c'est pas possible pour elles. Et moi, je sens qu'il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui est là. Alors, c'est pas sa maison, parce que c'était un ancien lieu médical, donc je sens que ça a été un patient de cette maison, et je m'y sens hyper bien. Moi, oui, mais alors mes parents, pas du tout. Ok. En fait, mes parents, pendant des années, tous les jours, ils voyaient ce monsieur. Mon père, tous les jours, descendait à 6h du matin, en bas des escaliers, le monsieur était devant, et il s'écartait pour laisser passer mon papa. Ma maman, tous les matins, voyait l'esprit qui était devant la porte de sa chambre. Et l'un et l'autre ont mis plus de 10 ans à se dire qu'ils voyaient ça. Donc oui, je te confirme que dans les maisons, il y a bien des résidents. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que, je sais pas, finalement, ils déménagent? Est-ce qu'ils font un avec la personne? Enfin, il faut le dire ce qu'ils... Enfin... Nous, on a eu la chance d'avoir un esprit qui était bienveillant. Ouais. C'est un monsieur qui ne voulait pas de mal et qui cherchait pas à nous chasser. Mais oui, parfois, il y a des esprits qui vont casser les objets, bouger les choses, faire du bruit, faire grincer, pour dire on est chez nous, faut pas trop prendre vos aises. Ouais. Il y a deux solutions. Soit on vibre la peur et on se dit ça va nous faire du mal, ça va être de pire en pire, donc ça lui permet de s'alimenter. C'est ça, ouais. Puisqu'on se connecte sur des vibrations basses. Soit on se dit bon, j'ai compris que t'étais chez toi, maintenant c'est chez moi. Et on pose ces fameuses conditions de si tu veux rester dans le coin, ça nous dérange pas. Par contre, il va falloir vraiment arrêter de nous pomper l'air, dans tous les sens du terme. Donc finalement, la technique, c'est de ne pas se mettre à sa fréquence et de rester à une fréquence... T'as tout compris. Plutôt... comment on fait pour pas se mettre à sa fréquence? Est-ce que... Au début, on a le droit de reconnaître en nous-mêmes qu'on a la trouille d'un truc qu'on connaît pas. Hein. Ouais. Mais après, c'est aussi de se rendre compte de ok, en fait, plus j'ai peur, plus je me rends compte que ça crée des événements. D'accord. À un moment, il faut arrêter le cercle vicieux. Si on fait toujours la même chose, on a toujours le même résultat. Donc, il faut changer sa conscience et se dire, OK, ça existe, parce que la reconnaissance de ce qu'on vit, elle est très, très importante. Mais il faut aussi avoir le côté de, c'est moi qui paye le loyer, les impôts locaux, là, donc c'est moi, c'est ça, tu vois. Et parfois, certaines âmes, tout à l'heure, tu parlais de la mémoire des lieux, eh bien, quand elles savent pas qu'elles sont mortes ou qu'elles sont attachées au bâtiment, elles se disent aussi, mais qu'est-ce que vous faites chez moi, quoi? Tu vois, des fois, c'est aussi ça. Elles aussi, des fois, elles ont peur de nous. Dans une grande majorité des cas, dans tout ce que j'ai senti, quand c'est pas de la bienveillance, de l'autre côté, il y a souvent de la peur. Et plus souvent ça que le fait d'être mesquin ou manipulateur. T'as déjà eu quand même, je sais pas, une fois une âme malveillante ou vraiment où tu t'es dit putain, là j'ai l'impression qu'elle veut du mal quand même ou qu'il y a un truc... Alors à moi directement, oui. Ah oui. Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois de manière assez virulente. Dans la journée, je peux pas dire que je suis pas accessible, mais comme j'allume et j'éteins ma Wi-Fi, on peut pas m'attraper au vol facilement. Par contre, la nuit, quand on rêve, notre corps, notre mental a besoin de dormir, mais notre âme, non. Notre âme va se promener.
Ok. Elle va écrire ses mémoires, sa journée, elle va... Voilà. Si on parle de la bibliothèque de l'univers, les annales akashiques, c'est là en fait où tous les soirs on va écrire nos histoires et c'est là où les médiums, les voyants vont chercher les informations. Ok, ça c'est quoi? Ça s'appelle comment? Les annales akashiques. Ok, ça La marche. bibliothèque de l'univers. Ok. Et il y a toutes nos vies, que ce soit celles d'aujourd'hui et celles qu'on a pu vivre dans d'autres incarnations. Et donc, parfois, on a certaines âmes où, quand elles sont en sommeil, elles sont un peu plus vulnérables. Et moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir une âme très lumineuse qui s'approche de moi et je me vois tendre la main en me disant c'est génial. Et plus je sentais que je m'approchais de cette âme-là et plus je sentais que ça devenait comme du poison. Ok. Et donc, il faut aussi être très vigilant parce que les plus beaux démons peuvent se déguiser de magnifiques habits de lumière. Donc voilà, moi je me suis fait interpeller comme ça une fois dans mes rêves. Donc c'était une attaque de nuit. Dans le quotidien, dans la vie, non. Tu fais quoi quand c'est comme ça? Comment tu fais pour couper en fait finalement Alors, cette espèce de lien? Moi je me rends compte que j'ai pas la main. Ouais. Et donc je vais demander à mes guides, mes anges, mes défunts, mes protecteurs. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Ok. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut intervenir? Ouais. Et c'est eux qui prennent en charge ce qui se passe. Putain, c'est dingue. Donc en fait, ça veut dire que est-ce que ça c'est un truc que tout le monde a ou seulement toi tu as des je sais pas, des guides ou Tout le monde. des personnes qui peuvent te... Tout le monde. Ok. Ouais. Il y en a différents types. Tu as le guide que tu as de ta naissance à ta mort. C'est un peu celui qui va suivre le prompteur et où tu en es dans ta vie. Ouais. Et puis, tu as les défunts, donc ceux qui ont fait partie de ta vie et qui peuvent veiller sur toi. Et puis, tu as ce que j'appelle les guides intermédiaires. Tu sais, des fois, dans la vie, tu dis j'ai un mood qui a changé. Je sens je suis à une nouvelle étape. Généralement, tu peux dire que c'est un nouveau guide qui est arrivé parce que tu vas enclencher quelque chose de nouveau. Tu parlais tout à l'heure de réincarnation. Ça veut dire que du coup, tu peux voir les anciennes vies, les vies antérieures des personnes, par exemple? Faut pas forcément... Tout à fait. Ça fait partie de mon package médiumnique. Dans ma vérité, t'es le Noah d'aujourd'hui, mais t'as eu aussi des vies avant, tu en auras encore après. Et en fait, quand je vois quelqu'un, c'est comme si on me donnait son livre. Et quand j'ouvre, j'ai la page de la vie d'aujourd'hui et j'ai tous les autres chapitres. Dans l'idée, moi, ce que j'aime, c'est que tes guides, tes protecteurs me donnent ta fiche de lecture avec pourquoi je peux t'aider. Ouais. Mais je m'amuse pas à lire le livre. Et donc, les vies passées, on n'intervient que quand il y a un problème qui n'est pas réglé. Est-ce que du coup, tu peux répondre à des questions, par exemple, avec des choses qui sont passées dans les vies antérieures? Je dis un truc compliqué, mais si, par exemple, je sais pas, dans ma vie intérieure, en fait, j'ai une mort violente, est-ce que ça va avoir une conséquence sur ma vie actuelle ou Oui. Il y a certaines phobies qu'on n'arrive pas à expliquer, il y a certaines angoisses qu'on n'arrive pas à expliquer, il y a des peurs viscérales où on ne sait pas pourquoi elles sont là. Et bien parfois, c'est parce que dans une vie passée, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. C'est ça. Et ça crée une interférence. Moi, j'aime prendre un livre, chiffonner la page, refermer le livre et dire « Regarde, tu vois bien que ça crée un problème sur le livre. » Et en fait, ça crée un problème sur tout le livre. Donc si on n'a pas correctement pensé les plaies, ça aura une interférence sur ta réalité. Très vite, quand j'ai démarré mes accompagnements, je me rendais compte qu'il y avait souvent des interférences de vie passée. Par contre, je me suis jamais amusée à aller en vie passée juste pour voir ce que c'était. Quand on y va, c'est qu'il y a quelque chose à aller soulager et on va toujours au moment de la mort. C'est là en fait où il y a besoin qu'on intervienne. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Soit parce qu'il y a eu une mort traumatique, soit parce que le corps n'a pas été enterré avec dignité, soit les volontés du défunt n'ont pas été respectées, soit il y a pu avoir une femme, un homme qui est tué mais qui ne sait pas qui l'a tué et qui a besoin de réponse. Voilà. Et donc tout ça, des fois, ça crée un blocage. Et donc comment tu résous ce blocage du coup finalement? Première étape, j'explique ce que je ressens. Et deuxième étape, dans le soin énergétique, je vais connecter l'énergie de la vie passée. C'est un peu comme si j'emmenais la personne au cinéma. Voilà. On part pas en méditation parce que je veux pouvoir tout faire en co-création. Donc je vais aider la personne à se rapprocher de l'énergie. Et puis à un moment, je vais fusionner l'énergie de la vie passée avec la vie d'aujourd'hui. Et donc certains maux physiques qu'elle pourrait avoir, certaines angoisses, elle va les ressentir, puissance réelle, parce que qu'elle se rende compte que ça vient de là. Tu parlais de méditation tout à l'heure. Oui. C'est un truc que vous faites beaucoup en tant que médium, la méditation. Est-ce que ça aide finalement à mieux se connecter ou à mieux ressentir les vibrations Alors, moi personnellement, non, parce que je veux vivre ma vie terrestre et je veux pas passer ma vie la tête dans les nuages. Moi, je suis plutôt partisane de la pleine conscience, c'est-à-dire on a 5 sens et j'ai envie de m'en servir. Et en fait, nos 5 sens nous permettent de nous recharger, nous permettent de vibrer. Et moi, je trouve que c'est plus pertinent de se connecter à ça. La méditation, je trouve que c'est bien pour faire le calme en soi. N'étant pas de nature angoissée et stressée, parce que j'ai depuis longtemps accueilli beaucoup de choses, je pense vraiment que c'est un outil
et qu'il faut l'utiliser en fonction de notre personnalité et qu'il faut surtout pas se forcer à faire ça parce que c'est à la mode ou parce qu'on dit que ça serait mieux pour nous. Il y a certaines personnes, elles vont pas du tout se connecter à ça, quoi. C'est ça, ouais. Ok. J'ai une petite rubrique sur un élément que tu nous avais envoyé qui s'appelle l'enfant qui voyait des défunts dans sa chambre. Est-ce que c'est une histoire que tu nous as déjà racontée ou tu l'as pas encore racontée Non, là c'est une autre histoire. Alors j'en ai eu deux. J'ai eu mon fils qui un jour m'appelle et me dit « Maman, il y a un monsieur dans le coin de ma chambre !» J'arrive, mon chéri, et effectivement, il y avait quelqu'un qui était là, qui ne voulait pas de mal, hein, mais qui a vu de la lumière, parce que les enfants sont extrêmement lumineux, et les enfants, jusqu'à 6-7 ans, ils n'ont pas de filtre. Donc surtout, un enfant qui vous dit « je vois quelqu'un », il voit quelqu'un. Donc en tant que parent, il ne faut pas lui dire « mais non, tu imagines », mais non. Il faut simplement lui dire « ok, je te crois ». On a le droit de lui dire « je sais pas quoi faire, mais je te crois ». Déjà, le fait de reconnaître ce qu'il voit, ça va soulager 70% du problème. Et ensuite, c'est comme tout, c'est un invité que j'ai pas invité chez moi. Donc j'ai dit à mon fils « je te laisse redescendre en bas, je vais m'en occuper ». Et moi, je suis montée et je lui ai simplement expliqué « je comprends que tu es perdu, je comprends que tu as vu une super lumière, par contre, tu as bien vu qu'il voulait pas de toi. C'était pas un défunt de ma famille, c'était pas quelqu'un que je connaissais. Donc je vais te laisser 5 minutes pour quitter les lieux. Et quand je reviens, si t'as pas quitté les lieux, je demanderai à d'autres instances de venir s'occuper de toi. Voilà. Donc remettre également les choses au guide, au protecteur, que ce soit les miens ou ceux de mon fils, mais en disant voilà, tu n'as pas à venir chez nous sans qu'on t'ait invité. Et t'as dit quand on est enfant, on n'a pas de filtre, ça veut dire que tu peux plus facilement finalement voir ce genre de choses. Ça veut dire quoi finalement, t'as pas de filtre Tu vois, moi par exemple, quand j'étais petite, je le sentais ce monsieur derrière moi. J'avais 6 ans, 5-6 ans, et pour moi c'était normal. En fait, au début, notre mental, il va être drivé par l'éducation, les croyances, la loyauté. Mais au début, le disque dur, il est vierge. C'est ici, c'est la flamme qui parle. Notre âme, elle sait bien qu'il y a d'autres choses que juste le côté humain. Donc pour eux, il n'y a rien de mal. Les bébés voient les anges. Hein. Il y a plein de vidéos qu'on peut voir où il y a des enfants qui vont dire « je vois mamie, je vois… » Donc surtout, même si vous, en tant que parent, vous n'avez pas la solution, ne dites pas à votre enfant que ce n'est pas vrai ce qu'il voit. Petite confession un tout petit peu random pour ceux qui me regardent, mais je te posais la question parce que justement, c'est un peu random, mais moi quand j'étais petit, du coup, il y a 1000 fois où j'ai eu l'impression de voir des trucs, et même avec l'âge, du coup, beaucoup moins, enfin même plus du tout en fait. Mais ouais, je me suis toujours demandé si c'était peut-être un truc ou quoi, mais du coup, ok, hyper marrant. Et tu t'es pas demandé pourquoi tu faisais ce type d'émission? Si, peut-être aussi, du coup, finalement, certainement. C'est la raison pour laquelle je suis là. Parce que si tu le faisais pas pour les bonnes raisons, je serais pas venue. Ouais. Putain, je prends comme un compliment. Et par exemple, tu m'as dit qu'il y avait 2 histoires dans lesquelles tu avais un garçon qui avait vu les défunts. Donc j'ai une maman qui était venue quelques mois plus tôt parce que son fils avait beaucoup d'émotions très fortes. Alors, ok, quand il y a la terrible toux, l'année des 3 ans, ok, c'est des périodes pas faciles. Mais là, vraiment, il y avait une extrapolation d'émotions. Je vois avec elle les manques qu'il peut avoir, la sécurité émotionnelle dont il a besoin, et puis j'ai pas de nouvelles pendant quelques mois, tout va bien. Et un soir, elle m'appelle et elle me dit « Écoute, il dit qu'il y a du monde dans sa chambre, je suis terrorisée, je sais pas quoi faire. » Ok. Lui, il a peur ou bien il a terreur nocturne, il hurle la nuit, voilà. Et donc je me connecte à lui et je lui dis « Ok, demain matin, je m'occupe de ça, je ne veux rien. Pas de photo de la chambre, pas de détails, rien. » Et donc le lendemain, je me connecte et je sens que y a un lit qui est collé sur le mur, qui a un espèce de meuble, mais je me dis c'est pas une armoire, c'est pas… Ok, il y a un meuble. Comment ça marche quand tu fais ça? J'ai pas envie de te dédier en visio ou bien je me mets en wifi sur la pièce. Ah ok, ça marche. Autant que je peux le faire sur les humains, sur les animaux, je le fais aussi sur les lieux. Mais en termes enfin juste en présentiel, t'es là-bas sur place ou t'es ailleurs? Je suis chez moi. T'es chez toi? Dans mon cabinet. Excuse-moi, je comprenais pas. Tout à fait. L'énergie, elle a pas de limite, elle a pas de frontières. Donc il suffit que je me connecte à l'endroit. Voilà. Et je me connecte que si on me le demande. Je m'amuse pas à aller dans les lieux comme ça. Et donc quand je me connecte dans la chambre, je sens où les meubles sont mis et je vois qu'il y a une dame qui est près de la fenêtre et qu'il y a un monsieur qui est juste à la droite de son lit. Et je renvoie un message à la maman, voilà, j'ai canalisé ça. Le monsieur, c'est quelqu'un qui a vécu dans cette maison quand il était jeune et la dame, c'est juste une âme qui est paumée. Et comme le petit a beaucoup de lumière, ils ont été attirés. Et là, je me dis, il y a autre chose. Et je lui dis, j'ai l'impression qu'il y a un tapis
pas loin de l'armoire, et en dessous, je sens une faille. Alors ça, c'est pas mon domaine d'expertise, il y a des super géobiologues pour ça, mais des géobiologues, dans les lieux, les murs ont des empreintes, les sols ont des empreintes, et des fois, la terre peut avoir des failles telluriques, des failles où on peut avoir des sources qui passent, et tout ça, ça a aussi une influence sur nos habitats et sur nos émotions. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une faille géobiologique qui est sous la chambre de l'enfant. Alors, je me dis, ok, vu que la maison, lui, il était apaisé, ils sont rentrés par la faille. Et donc, je détaille à la maman, la chambre est comme ça, il se passe ça, il y a ça là. Et donc, c'est là qu'elle me dit, effectivement, il y a bien un tapis, effectivement, tout est placé comme ça. L'armoire que je voyais, c'était une table allongée. Et puis, elle m'envoie la photo de la chambre. Et donc, le lendemain, j'ai pu faire le soin pour passer ces âmes hors de la maison. Et celles qui voulaient monter à la lumière pouvaient le faire. Et le soir, j'ai eu un message, il dort très bien, je te remercie, fin du calvaire. Clairement, ça marche un peu comme... la comparaison est nulle, mais dans certains films, parfois, ils font venir genre D'ailleurs, ça, je suis curieux d'avoir ton avis, mais ils font venir souvent un gars chrétien qui, en fait, éloigne ces esprits-là. Est-ce que ça fonctionne un peu comme ça ou pas du tout? Toi, t'en penses quoi, ça, d'ailleurs? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a plein de dogmes, de religions, de façons de faire, et c'est totalement OK. Ouais. Moi, je suis vraiment dans le fait de... pas mettre de mots qui sont connotés. Oui, c'est ça en fait. Ouais, j'aime bien être très neutre sur ce qu'il en est, mais oui, c'est une des réalités qui existent. Mais c'est ça en fait, finalement, le concept, pourquoi pas, mais pas forcément la formulation derrière, c'est ça en fait. T'as tout compris. Dans une de mes notes aussi, j'ai un endroit où t'as écrit soyez prudents lors des héritages et des déménagements. Pourquoi il faut être prudent finalement dans un héritage ou un déménagement? Je pense qu'on a tous déjà eu un objet ou une pièce, un vêtement qui nous a été donné de quelqu'un, ou qu'on a acheté dans une friperie ou sur une brocante, et cet objet, il est bizarre, parce qu'en fait, il a l'énergie de la personne en question. Donc, dans les héritages, si ce sont des héritages qui sont tendus entre les héritiers, ça donne aussi des fréquences et des vibrations qui sont pas top, donc on les intègre auprès de nous. Et puis quand ce sont des choses qu'on va aller acheter, donc que ce soit sur des plateformes d'occasion ou dans des brocantes, eh bien posez-vous la question, quand vous regardez l'objet, comment il vibre? Un doute, pas de doute, vous l'achetez pas, même si c'est une super aubaine, parce que ça va venir soit pomper un truc en vous, soit parasiter un truc, soit interférer. C'est que vous êtes en train de prendre l'énergie de la personne qui l'a possédé. C'est ça, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une âme qui est reliée à cet objet, ou ça veut juste dire qu'il y a l'objet a encore une sorte d'énergie? Ça a laissé l'empreinte énergétique. Ok, ça marche. Voilà, je vais te donner un exemple que je trouve hyper parlant. Je vais te parler de Claude François. Claude François, il est mort dans sa baignoire. Et bien, si on regarde les suites, même quand ça a été racheté, il y en a certains qui ont fermé la salle de bain, ils ont retiré la baignoire. Et bien, la dame, le lit était à cet endroit-là, elle est morte à cet endroit-là. En fait, il y a une énergie dans cet appartement qui fait vibrer ça. Je donne cet exemple-là parce que je pense que ça sera un des plus parlants, mais en fait, on a vraiment des consonances, des lieux où il y a une empreinte énergétique. C'est ça. Donc faites attention aux objets, aux vêtements, aux meubles, même si le relooking est très à la mode. Faites attention à la vibration de la commode de Mémé Janine que vous avez achetée dans la brocante. Parce que vous ramenez ça dans la maison. Hein. C'est terrible ce que je veux dire, mais du coup, est-ce qu'il y a des empreintes énergétiques fortes sur genre des épées de chevalier? C'est très random, mais genre sur des objets qui servent finalement à tuer, est-ce que du coup, ou sur des armes de meurtre par exemple, quelque chose comme ça? La mort. Elle porte la mort. Ouais, c'est ça. Donc oui, elle porte le combat, la lutte. Donc c'est pas forcément une vibration de défense. Ouais. En fonction de ce pourquoi elle a servi, et surtout l'état d'esprit avec lequel la personne l'a utilisé. T'as vu une fois une affaire d'un manager qui était tyrannique? Qu'est-ce que c'est cette affaire finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai quelqu'un qui vient et qui nous dit j'adore mon job, mais j'en peux plus parce que il y a un nouveau manager qui a les dents très longues, qui m'humilie, qui me parle mal, beaucoup dans le dos de la hiérarchie N+2, N+3, jamais devant mes collègues. Tout est fait avec du vice, etc. Et puis, le fait que cette personne n'ait jamais posé ses limites, ça a pris de l'ampleur, l'effet boule de neige. Et puis, il était arrivé à un point de non-retour de ne plus pouvoir supporter cette personne. Et en finalité, c'était simplement quelqu'un qui se nourrissait de la peur des autres, le fait de se sentir puissant, le fait de se sentir au-dessus, et donc qui avait trouvé quelqu'un qui était plutôt solaire et qui pouvait avoir vraiment une grande capacité à pouvoir être pompé. Putain, c'est dingue. Et du coup, toi, tu fais quoi dans ce cas-là? Alors déjà, conseilles la personne? Je reconnais les faits énergétiques et les injustices que la personne peut avoir vécues. Ensuite, on pose le cadre en se demandant, ok, là, dans la situation, sur quoi t'as la main, sur quoi t'as pas la main, et quelles sont tes envies. Là, on passe plutôt dans des choses de coaching, tu vois, mais de se dire, c'est quoi? Est-ce que t'as envie d'être dans la lutte avec lui?
Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui peuvent changer avec les hiérarchies au-dessus? Et si c'est pas le cas, dans la technique de l'entonnoir, on va où et sur quoi tu peux diriger? Et en fait, les personnes, elles ont déjà beaucoup de réponses en elles-mêmes, c'est juste que des fois, elles n'ont pas le lieu, le cadre pour pouvoir le faire. Moi, j'apporte aux gens une écoute active. Je suis pas là pour leur trouver des solutions, je suis là pour les écouter et leur aider aussi à venir valider ce qu'ils ressentent. Parce que dans ma manière de travailler, par exemple, ce manager toxique, j'attends pas que la personne arrive chez moi, qu'elle me raconte son histoire et que je lui dise « Ah là là, c'est pas bien, oui, il s'est passé ça ». En fait, avant que la personne arrive, moi, je travaille déjà et j'ai déjà écrit une feuille A4 avec tout ce que j'ai senti. Et moi, j'ai juste le prénom de la personne. Et donc, le fait qu'elle voit, que je lui dise « En ce moment, tu vis des injustices, je vois qu'au boulot, ça va pas, etc. » Elle s'est effondrée en disant enfin quelqu'un qui reconnaît que c'est pas juste ce que je vis. Parce que sa famille lui disait oui mais t'es ingénieur, t'as un super poste. Oui mais tu vas pas quitter ça. Oui mais je viens de vous dire que je vais pas bien parce que on me manipule, parce qu'on m'humilie. Moi je suis pas là pour juger mais simplement mettre le fait de non c'est pas ok la manière où il est en train de te parler. T'as déjà vu comme ça des cas où t'as des personnes qui s'effondrent parce que tu leur annonces des trucs de fou Disons que mon premier outil c'est la bougie et le deuxième c'est la boîte de mouchoirs. Ok ouais. Bah oui, chez moi on vient sortir les émotions donc tout de suite, je dis aux personnes, moi je suis pas psychologue et d'ailleurs je leur pose la question si elles ont des suivis parce que moi je trouve ça génial de pouvoir libérer des choses et c'est essentiel. Le mental va générer beaucoup de sentiments. Il faut, je dois, pourquoi, comment. Les âmes, elles vont générer des émotions. Et moi, vu que je travaille avec les âmes, je vais aider les autres à sortir leurs émotions. Et quand on vient, généralement on sort pas joie bonheur. Ok ouais. Donc c'est plutôt l'inverse. En général, les gens quand même ils utilisent des mouchoirs. Ouais. La colère, beaucoup. Dans la société où on est, beaucoup de colère. La tristesse, la peur. La peur sort beaucoup aussi. T'as déjà vu genre des gens qui appréhendaient d'où de venir à un rendez-vous avec toi, puis finalement qui sont partis en étant trop heureux ou Alors la plus belle phrase que j'ai, c'est quand les personnes arrivent et me disent « Je sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que je dois être là. » Ouais, ok. Et en fait, ils ont essayé tout. Ils ont vu des sophros, des kinésios, ils ont vu des psys, mais ils sentent qu'il y a un truc en plus qu'ils n'arrivent pas à aller chercher. Et moi, j'interviens à ce moment-là, en fait. Et quand ils sortent et qu'ils me disent « Je me sens apaisé » ou plus léger, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Question un peu bizarre, mais est-ce que du coup, par exemple pour les soins énergétiques que tu fais, est-ce que c'est un truc que tu recommandes, on va dire genre une fois dans sa vie, ou régulièrement tous les ans, ou tous les mois, ou tous les jours? Bon, ça, comment ça marche en fait? Très pertinente la question. Moi, je suis pas dans le fait de créer de la dépendance. Notre corps, pour moi, il sait s'auto-réguler. Tu vois, il y a de l'auto-mise à jour. Par contre, il y a des moments de vie où on a des phases où on se dit... Là, je sens que c'est lourd. Ouais. Eh bien, moi, j'aime dire qu'on fait le contrôle technique. Et dans ce contrôle technique, quand des fois, tu as besoin de changer les 4 pneus, c'est mieux quand tu as un pont et quelqu'un qui peut t'aider à le faire. En fait, le soin énergétique, pour moi, il sert à ça plutôt que toi-même le faire tout seul. Ça va peut-être te prendre plus de temps. C'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment, ça se fait tout seul chez les gens, mais c'est juste que ça prend plus de temps. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Parfois, je vais aider quelqu'un à soulager une émotion où ça fait 3 ans qu'elle la traîne. En 2 heures, on a éliminé les choses. Que moi, je fonctionne en one shot. On se voit une fois, c'est tout. Elle aurait peut-être gardé encore 3 ou 6 ans, cette émotion. Ça aide à accélérer les choses, mais c'est pas toujours une fin en soi. Je me demandais justement, ça veut dire que les gens, quand ils viennent chez toi, normalement, en une seule fois, ils ont plus vraiment de problèmes qui sont... Sur la problématique, ils reviennent pas pour la problématique. Ils peuvent venir pour d'autres choses Exactement, oui. Certains veulent aller plus loin dans le processus de libération ou d'auto-guérison. D'autres vont avoir envie de se dire j'ai senti que je suis en train de m'éveiller à quelque chose et potentiellement, vu qu'on a eu des explications par Lucie, parce que moi, je me considère vraiment comme la copine de randonnée. Tu vois, quand je fais une séance, c'est pas je vais faire à ta place. Ouais. Donc, j'initie les personnes en même temps. Certaines veulent continuer l'initiation. C'est ça. Justement, tout à l'heure, tu me parlais de l'intuition, etc. Comment on peut la développer? Parfois, en ayant aussi des personnes qui ont un pas avant nous, tu vois, qui peuvent aussi nous faire des descentes d'informations et nous aider à structurer les choses, quoi. Il y a une autre anecdote dont tu nous avais parlé qui s'appelle « Ma sœur et mon jouet ». Ouais. C'est dur, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on passe dans les énergies qui sont lourdes. Tout à l'heure, on a parlé du bas astral. Là, je parle vraiment des personnes qui sont incarnées, mais qui sont pas forcément envie de nous porter joie et bonheur dans notre vie. Je suis dans une session, on est plusieurs personnes, et on va s'entraîner à recevoir les énergies des personnes de nos familles ou de nos amis pour comprendre ce que ces personnes ressentent quand elles sont face à nous. On appelle ça du coaching systémique. Donc, ça nous permet de ressentir l'émotion de quelqu'un, et donc, automatiquement, quand on va se brancher dessus, notre posture corporelle va changer, notre regard va changer, notre voix peut changer, puisqu'on est un peu incorporé par la personne qu'on demande à avoir en face de nous. Cette jeune femme demande à ce que ce soit sa sœur qui intervienne, et c'est moi qui suis choisie pour
faire le rôle de la sœur. Ok, donc en gros, c'est comme si la sœur venait, comme si incarnait la sœur finalement. Tout à fait. Ok. Et là, à partir du moment où la sœur vient sur moi, je me redresse, j'ai la poitrine qui est très ouverte, vraiment je m'en impose, et elle la regarde avec un regard de « tu es à moi ». Et en fait, je ne sens pas d'amour, je sens de la possession, de la manipulation, et plus on va être dans le lien qu'elles vont avoir, et plus elle va avoir des mots qui vont être forts de... Tu dis elle, c'est la sœur qui est en face de toi ou la c'est sœur celle qui est en moi. Ce qui est en toi, oui, c'est ça. Ouais. Et elle va avoir vraiment ce regard, c'est mon jouet. Donc si je veux que tu ailles bien, tu iras bien, et si je veux te faire énormément de mal, je te ferai énormément de mal. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? La session se termine et l'esprit de la sœur ne veut pas partir puisqu'elle a son jouet devant elle. Et elle n'en démord pas que sa sœur ne sera jamais libre parce qu'elle ne la laissera jamais partir. Et quand je dis partir, c'est qu'elle la laissera pas être heureuse. Elle fera en sorte de tout saboter. Ça se finit bien comme cette histoire ou ça... Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. Quand c'est comme ça, Ça commence comme ça. quand c'est comme ça, la personne en face, déjà elle a l'échange avec l'énergie, donc elle a le choix de se positionner. Et puis après, c'est elle qui voit si elle veut couper derrière les liens émotionnels ou si derrière elle est ok avec ça. Et dans ce cas-là, par exemple, est-ce qu'elle a coupé le lien émotionnel ou est-ce que... Dans le cas dont je t'explique, non, elle n'a pas coupé le lien. Ok. Parce que c'était sa vérité, c'était sa manière de se sentir aimée par sa sœur. Le fait d'être reconnue, ça prenait le dessus sur cette énergie très oppressante. Tu as déjà pu, par exemple, décrypter des phobies avec des vies antérieures, tu Ouais. vois, je sais pas, quelqu'un qui a la phobie de, je sais pas, des araignées, de vomir, de j'en sais rien. Oui, et c'est pareil, donc j'y ai intégré une histoire personnelle, parce que l'idée c'était aussi de te partager ce qu'on peut vivre chacun en tant qu'être humain. Hein, donc je fais un voyage en vie passée pour moi, parce que je suis à l'époque où je suis en train d'ouvrir ma médiumnité, et je vais dans cette vie passée parce qu'il y a un petit caillou dans ma chaussure. Tu vois, on sent que dans mon livre, il y a un petit truc à régler. Et donc, dans cette vie, je me vois à ma mort, et en fait, je m'en fiche que je sois morte. Je sens que je suis appelée parce que j'ai autre chose à faire. Et la personne qui me faisait ce voyage en vie passée me dit, écoute, suis. Donc je me vois courir et aller vers un étang. Et dans cet étang, il y avait une barque. Et je fonce sur la barque et je vois un filet, je vais dans l'eau et je récupère la personne qui est au fond de l'eau. À partir du moment où je la récupère, je m'effondre, je pleure. En fait, je fais mon deuil. Et puis à la seconde, c'est comme si tout redevenait normal. Cette personne que j'ai sortie de l'eau dans cette vie passée, c'est mon papa de ma vie d'aujourd'hui. Et donc moi, depuis que je suis toute petite, mon papa, il prendra pas un bain. Prendra que des douches. Il mettra pas plus que ses chevilles dans l'eau. Okay. Pour lui, c'est pas possible. Il adore pêcher, mais il ira pas. Si l'hameçon est bloqué, il va me demander à moi d'aller chercher dans l'étang. Et ça a toujours été une phobie. L'eau, c'est pas possible pour lui. Je fais ce voyage en vie passée, je ne lui en parle pas parce que c'est mon jardin secret et voilà. On est au mois de juin, je rentre chez moi, j'avais installé un jacuzzi dans mon jardin et mon père arrive et me dit « j'ai pris mon maillot de bain, est-ce que je peux aller dans le jacuzzi ?» Et c'est ce moment-là où j'ai conscientisé qu'avoir réglé ce qui se passait avait un impact direct, même s'il ne le savait pas. Ouais. Putain, c'est dingue. Ouais. Donc il y a quand même vraiment des choses qui sont très impressionnantes et magnifiques quand on va chercher les choses pertinentes. Quand tu dis les choses pertinentes, c'est quoi, genre des trucs pas pertinents, par exemple? Pas pertinent, je ne suis pas adepte de « on va dans les vies passées pour se promener ». C'est ça, ouais. Okay. Ouais. Moi, on y va parce qu'il y a quelque chose. Parce que l'énergie nous dit qu'il y a quelque chose à aller en ressortir. Mais y aller pour se dire « ah ben j'ai fait quoi dans d'autres vies, ou j'ai été qui ?» Pour moi, ça nourrit l'ego. Ça nourrit pas forcément ce qu'on a besoin de. Ça, c'est pas bien, du coup, de nourrir l'ego? Alors, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est juste que moi, je le fais pas. Okay. Ni pour moi, ni pour les personnes qui voudraient venir avec moi. Je crois que tu as déjà été une fois une personne, je sais pas si c'était pour toi ou bien c'était pour quelqu'un d'autre, mais qui avait peur de conduire, c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Alors, cette femme vient au début de l'automne et me dit « écoute, ça fait des années que dès qu'il fait nuit tôt, dès qu'il commence à avoir des feuilles sur la route, je suis pas à l'aise, je vais pas bien. Et puis, plus les années passent et plus j'ai des crises d'angoisse, en fait, quand je dois prendre la voiture. Et là, la semaine dernière, il y a eu du brouillard et panique totale. J'ai pas pu conduire. Oui. Ok, donc elle me demande si on peut travailler dessus. Et à ce moment-là, je lui dis ok, écoute, moi je sens pas que ce sont des crises d'angoisse dues à notre réalité d'aujourd'hui. Je sens qu'il y a une vie passée. Elle me dit ok, je te suis, on y va, on va ouvrir. Donc on met en place le soin énergétique pour ouvrir la salle de cinéma de la vie passée. Et donc c'est comme si au début on était spectatrice et plus ça va, plus on va devenir actrice. On va rentrer dans la scène. Et au démarrage, donc on sent qu'on est vraiment dans quelque chose. Moi je suis dans une région où il y a beaucoup de forêts, donc on sent qu'on est vraiment
vraiment dans quelque chose avec beaucoup de feuilles sur la route. Et puis, plus ça va aller, et plus autour de nous, on va le sentir, ce brouillard. Brouillard humide, épais, etc. Et on sent qu'on est dans une voiture et que la voiture s'arrête. Sauf que la voiture s'arrête sur un chemin de fer et qu'en fait, sur notre droite, il y a le train qui vient faucher la voiture. Donc là, on a la douleur qui se réveille ici avec le choc et l'impact. Et en fait, dans ses mémoires cellulaires, dans ce que son âme se rappelle, brouillard égale mort. Donc nous, on va mettre de la lumière sur la situation, reconnaître que l'âme ne vit plus dans cette vie-là et que maintenant, il n'y a pas forcément un chemin de fer qui passe toutes les minutes sur sa route. Et donc, ça lui a permis de retrouver un apaisement qu'elle avait plus depuis des années, parce que ça prenait de l'ampleur. Je pense qu'on garde toujours quand même une trace et une cicatrice de cette peur. Elle disparaît jamais totalement, mais elle permet d'être sereine et de pouvoir par la suite la canaliser, plutôt qu'avoir cet effet cocotte minute de on sait plus par où prendre les choses, quoi. Ça marche pareil un peu avec les émotions, pas forcément, c'est un peu random, mais est-ce que les émotions, par exemple négatives ou quoi, ou quand on ressent de la tristesse ou de l'angoisse, est-ce qu'il vaut mieux les accepter, vivre avec, ou au contraire, en fait, est-ce qu'il faut les rejeter continuellement et essayer de pas vraiment... ça marche comment? Enfin, je sais pas si c'est un peu pareil, mais... Quand tu bois de l'eau, quelques heures plus tard, tu vas faire quoi? Je vais aller aux toilettes, normalement. Ça te paraît tellement logique. Ouais. Eh bien, quand tu vis une émotion, ton corps, c'est un tube. Ok. Donc normalement, tu es censé la vivre, l'accueillir, la laisser prendre la place qu'elle doit prendre. Donc si c'est de la colère, il faut laisser la colère arriver. Si c'est de la tristesse, il faut la laisser s'exprimer. Et ensuite, ça lui permet d'être évacué. Plus tu stockes, plus tu crées ce que j'appelle le calcaire énergétique. Et en fait, tu viens parasiter la vibration de ton corps. J'aime dire, quand tu vas dans une pièce où tu as fait des frites, ça sent la frite. Si tu restes dedans, tu ressors, ça sent la frite. Si toi, tu as gardé ta colère et ta peur et qu'à l'intérieur de toi, ça sent la colère et la peur, la moindre chose d'extérieur qui va rentrer en joie, elle va être parasitée et interférée par cette peur et cette colère. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre avec ça? C'est ça, donc en fait, c'est plutôt laisser venir les émotions et après les laisser partir aussi, du coup, j'imagine. Ouais, comme quand t'inspires et t'expires, c'est un cycle, ça vient, ça va. Et donc les émotions, ouais. Et les mettre sous le tapis, c'est ça aussi qui fait qu'on claque des jolies crises de la quarantaine. C'est quand on a laissé s'accumuler beaucoup de choses et qu'à un moment, le corps, il en peut plus. Il a besoin de vider et reparamétrer des choses, quoi. Il y a une autre anecdote dont tu nous avais parlé, celle-ci, elle m'a un peu interpellé, enfin, comme toutes les autres, finalement, mais le titre de cette anecdote, c'est « Mon homme me fait du mal alors qu'il ne me fait rien ». Ouais. Comment c'est possible? Qu'est-ce que... Une dame qui vient me voir et qui m'explique qu'elle a ses enfants, son mari, il n'y a jamais eu d'infidélité, ça se passe très bien entre eux, mais qu'elle a peur de laisser ses enfants seuls avec son mari. Et que plus les enfants grandissent, et plus ça devient compliqué pour elle. Et donc, quand je check l'énergie présente, pas de problématique. Et je lui dis, écoute, j'ai le sentiment que dans une autre vie, il n'a pas dû être très cool avec toi, et que ça a créé cette faille. On part en vie passée et en fait on se rend compte que pour des raisons qui lui sont propres dans cette vie-là, il l'a tuée elle et les enfants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui elle a une mémoire de à tout moment il peut me faire du mal. Donc même si aujourd'hui il ne lui a jamais rien fait, il y a cette peur et cette résistance qui est sous-jacente parce qu'elle est ancrée en elle en fait. Quand tu dis il a déjà fait ça avant, ça veut dire que elle a réépousé la même âme? C'est possible ou comment? Enfin... On appelle ça des liens d'âme ou des âmes sœurs. Okay. Ce sont des âmes qu'on a déjà connues dans d'autres chapitres de nos vies. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes, on les croise, on se dit ça match tout de suite. J'ai l'impression que je la connais déjà, parce qu'on la connaît déjà. Et puis d'autres où on se dit elle me fait du mal cette personne, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en détacher. En fait, c'est parce qu'on a quelque chose à venir comprendre avec elle, on a quelque chose à venir sublimer, à réparer. C'est des liens d'âme. Putain, incroyable. Donc finalement, la légende des gens qui disent que, je sais pas, moi j'ai trouvé mon âme sœur, des choses comme ça, finalement c'est techniquement un peu possible, quoi. Oui. C'est ça. Tout à fait. Tu sais, moi la première, quand j'ai vu mon mari, je l'ai reconnu. Ouais. Et d'ailleurs c'est marrant, est-ce que ton mari lui est sensible à ça? Est-ce que lui aussi t'a reconnu ou pas forcément? Comment ça marche? Pas du tout. Ouais. Alors moi je viens de la fibre commerciale et formation. Mon mari, idem. Donc on est des personnes très cartésiennes, tu vois. On aime avoir des tenants, des aboutissants, on aime que les choses elles soient structurées. Bon, pas de bol, à un moment mes antennes se sont ouvertes. Je me suis rendu compte que aimer quelqu'un, c'est l'accepter sans chercher à tout comprendre. Mais que ce qui était le plus beau, c'est de le respecter, tu vois, pour ce qu'il est. Et moi, le jour où il m'a dit tu peux être ce que tu veux, je m'en fiche du moment que t'es heureuse. Tu vois, et c'est là que la dimension d'âme-sœur, elle est aussi très forte. C'est que le fait qu'il me laisse être moi, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur aussi pour moi, ou de se dire c'est inconnu ce qu'elle fait, je suis pas confortable avec ça, s'en fiche. Dans la catégorie des liens en fait transgénérationnels, il y a des affaires qui nous envoient qui sont assez fortes, notamment où on aurait une vie de femme
Comment abuser de mère en fille? Ouais, sur 3 générations. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, je reçois la maman, donc il y avait la mamie, la maman et la fille. Et un lien transgénérationnel, c'est ce que nos ancêtres vont nous léguer parce qu'ils n'ont pas réussi à casser le schéma. Parfois, c'est des petits cadeaux empoisonnés, et puis parfois, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de gérer ce dossier-là. Il faut aussi relativiser. Cette dame, donc sa maman, a vécu avec des hommes qui n'étaient pas forcément sains, où il y avait de la toxicité dans la relation, où il y avait de la violence, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit dans les mots, qu'elle soit dans les actes. Donc elle a grandi avec cet environnement, et elle s'est promis de ne pas reproduire ça. Sauf que elle l'a reproduit. Donc elle est tombée sur des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillants avec elle, sur des personnes qui ont abusé d'elle, sur des personnes qui ont aussi eu ces penchants qui étaient très sexualisés. Mais elle, ce qui l'a fait agir, c'est pas ce qu'elle a vécu elle, c'est le fait que sa fille était en train de reproduire les mêmes choses, et elle, ça a créé un déclic en disant non, il faut que j'agisse. Et donc sa fille avait malheureusement, malgré toutes les mises en garde que sa mère avait pu lui donner, est tombée dans le piège de certaines personnes qui l'ont manipulée. Et donc ça a créé le déclic pour la maman, et ce qui fait qu'elle a vraiment lâché ce truc de je ne réitère pas, je suis pas une femme objet, je ne dois rien aux hommes en fait, j'ai le droit d'être moi. Et le fait qu'elle l'ait acté pour elle a libéré sa fille également de ça. Ok. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de compassion pour cette femme-là et cette famille-là, parce que c'est lourd en fait. Et comment ça marche? Ça veut dire que de génération en génération, finalement, il y a une sorte de mal qui les suit, ou comment ça marche en vrai? Alors on peut mettre dans certains cas des croyances, Ouais. dans certains cas des vibrations. Parfois des liens transgénérationnels, c'est j'ai eu le papa alcoolique et donc moi je suis alcoolique. Ouais, ok. Parfois on va avoir les choses où j'ai vu papa taper, donc je fais pareil. Voilà, le lien transgénérationnel, c'est je reproduis quelque chose qui nous fait du mal à tous, mais je continue quand même de l'entretenir et de l'alimenter. Et parfois on pense qu'ils sont bien, certains liens, de je dois réussir, je dois être le meilleur. Des fois on a ce truc-là de je dois rendre fier, et ça abîme les personnes, parce que des fois c'est pas leur finalité profonde de vouloir être leader, de vouloir être chef d'entreprise, de vouloir être... Il y en a qui aspirent juste à la paix, à la tranquillité. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc casser ce lien, des fois c'est aussi dans ces choses-là. Je crois que tu as déjà eu une fois des âmes de jumeaux. Comment ça fonctionne dans ce cas-là? Quelqu'un qui a l'impression d'avoir la moitié de son âme ou... Alors généralement ils le sentent pas. Ok. On va faire le détail de la vie en elle-même, et puis quand je vais commencer à me connecter en énergétique, je suis très connectée aux âmes des bébés et donc aux âmes des jumeaux, puisque généralement ce sont des âmes qui ne se sont pas incarnées. Et il m'est arrivé un nombre de fois d'avoir des personnes où je leur dis je sens un frère, je sens une sœur. Non, je suis tout seul, ou je suis enfant unique, ou j'ai déjà un frère. Non, je sens un jumeau. Et puis moi je la vois, l'âme, je sens où elle est. Donc je leur explique, voilà, quand je vais aller mettre mes mains ici, tu vas peut-être te mettre à pleurer, tu vas peut-être t'effondrer, parce qu'en fait, les âmes se reconnaissent entre elles. Et donc, quand je vais ouvrir la connexion entre vous deux, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu t'effondres. Et donc, j'ai des gens, des fois très cartésiens, qui me regardent en disant ouais, ok, j'ai rien à prouver, je sais ce que je ressens. Et à partir du moment où je mets mes mains, donc je l'ai eu pour cet homme où j'ai allumé, il s'effondre. Il me dit c'est ma sœur, elle s'appelle comme ça, etc., etc. Et je lui dis, tu vois, tu t'es toujours sentie très seule, parce qu'il y avait un bout de toi qui n'est pas venu, elle s'est pas incarnée avec lui. Pareil, pour ses propres raisons. Et en fait, c'est venu aider à faire le deuil de quelque chose qui restait toujours en incompréhension, quoi. Et qui en plus n'était même pas descriptible ni lisible. Et là, le fait de venir dire « Waouh, je sens bien que je me suis délestée de quelque chose et ça m'apporte de l'amour parce que je suis connectée à quelque chose qui me fait du bien », ça permet de se remettre d'aplomb. Tu parlais d'ouvrir un truc. Est-ce que visuellement tu fais un truc, ou c'est seulement... en fait, tu disais comme si tu ouvrais un truc là, mais du coup, comment ça marche en fait? Une âme, je la considère un peu comme une flamme. Ok. Et en fait, je vois s'il y a comme une ligne téléphonique de branchée. Et là, il y avait la sœur qui était branchée ici, sur son rein droit. Ok. Donc voilà, et moi, je vais me brancher sur l'âme, et ensuite, je dis j'allume, et j'allume la connexion. T'as déjà eu des mecs qui étaient genre hyper cartésiens, qui n'y croyaient pas du tout, et qui finalement y ont cru... Déjà, ça me fait rire, parce que quand ils me disent je suis cartésien, oui, mais en attendant, t'as quand même pris rendez-vous. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, je pense que ce qui les attire chez moi, c'est que je suis cartésienne. Et qu'en fait, j'essaye de donner tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. J'essaye de vulgariser les choses au maximum, parce que j'aime pas le discours de l'énergétique, c'est dur, où il faut être initié. On est tous de l'énergie, c'est juste qu'on nous l'apprend pas, tu vois. Donc j'aime simplifier les choses. Le fait d'initier les personnes, en fait, après, elles peuvent plus dire je suis cartésien. J'ai bien ressenti du magnétisme dans mes jambes, j'ai bien ressenti l'âme qui avait à côté de moi. Donc ça vient valider quelque chose de... En fait, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais c'est pas quelque chose auquel je ne crois pas. Ouais. Tu vois la nuance? Tu penses quoi ça n'a rien à voir, mais des tirages de cartes? Je crois je sais pas si c'est un truc que les médiums
ils font pas trop. J'ai l'impression que C'est des associent un peu à ça. Ouais. Alors, moi, je trouve ça génial. En fait, c'est un outil. Comme certains peuvent se servir de tarot, d'autres d'oracle, d'autres de pendule, d'autres de baguette. C'est un moyen, voilà. Ok. Moi, en tant que médium, je suis vraiment dans le si je me sers d'un oracle, c'est du fun. Mais j'ai pas besoin d'un support pour avoir une information. Mais bien sûr, et ça permet justement de développer certaines intuitions. Par contre, il faut toujours être bienveillant envers nous-mêmes, de se dire, si je cherche à tirer une carte parce que je veux absolument telle réponse, oubliez, laissez votre paquet de côté. Ouais. Vous n'êtes pas dans la bonne dynamique. Par contre, si on est vraiment dans le « ok, j'accueille ce qui arrive, go, on voit ce qui se passe », la dynamique, elle n'est pas pareille. Donc là, c'est beaucoup plus vrai ce qui va se passer. C'est pas le mental qui va essayer d'avoir des informations, c'est vraiment le cœur, l'âme qui va chercher à... Donc c'est pas possible de se dire, ok, je veux savoir, je veux savoir si je vais avoir une meilleure vie plus tard, et donc je tire des cartes en espérant d'avoir cette réponse. Ça, c'est pas possible d'après toi, ou bien si... Si on se donne les moyens d'acter les choses, évidemment qu'on peut changer des choses dans nos vies, on est acteur de nos vies, mais si on reste vraiment sur le fait d'attendre que quelqu'un d'extérieur nous valide nos choix ou qu'on ait besoin d'être rassuré au lieu de se faire confiance en nous-mêmes et passer à l'action, on met pas l'énergie au bon endroit. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux. Il y a une autre rumeur souvent que les gens ils associent un peu au médium, plutôt dans les films ou plutôt dans les images un peu collectives, mais c'est cette sorte de boule, où il y a une sorte de boule où il y a des boules de cristal, ou je sais pas, il y a des trucs dedans. Ouais. Ça pour le coup c'est réel, il y a vraiment des gens qui utilisent ça ou pas forcément. Mais c'est pareil, c'est un support, comme on pourrait faire dans le marc de café, comme certains se servent des runes, dans tout et n'importe quoi. C'est pas une problématique. Tout est énergie. Moi je peux faire passer l'énergie de quelqu'un dans un coussin, ouais, dans une figurine, comme on peut le faire dans le corps de quelqu'un aussi. Donc qu'on le mette sur des cartes ou dans une boule de cristal, tout est possible. T'as déjà eu des deuils de femmes, par exemple, qui n'auraient pas pu avoir leur bébé ou interrompre leur grossesse, par exemple ou... En fait, il y a des femmes qui ont dû arrêter certaines grossesses, de leur fait ou par des pressions extérieures, et qui n'ont pas forcément fait le deuil de ce bébé, qui ont bien enfermé dans un coffre-fort cette émotion, et bien parfois 40 ans après ça ressort. Et donc j'ai l'histoire d'une dame qui vient me voir et on sent qu'elle est dans le développement personnel, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle essaye d'aller chercher ses blessures, enfin voilà, on sent qu'elle est vraiment dedans. Et puis la première chose que j'avais canalisée en fait, c'est que j'ai senti l'âme d'un bébé qui était à côté d'elle. J'arrive à sentir quand c'est un bébé qui doit arriver ou quand c'est un bébé qui est parti. Là je sens que c'est un bébé qui est parti, donc je lui dépose. Voilà, j'ai senti qu'il y avait une âme de bébé. Elle s'écroule et elle me dit, écoute, j'ai 50 ans, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel. On m'a forcé à avorter à 17 ans, c'était pas mon choix. Et ça fait 20 ans que j'attends que quelqu'un puisse m'aider. Et t'es la seule personne qui a vu. Donc je l'ai connectée à l'âme de ce bébé, qu'elle puisse lui dire au revoir et on l'a ramenée à la lumière. C'est possible d'avoir des défunts qui font eux aussi des deuils ou pas forcément? Ouais, alors c'est assez rare, mais ça m'est arrivé. Une cliente qui me dit, écoute, ça fait une semaine que j'arrive plus à rentrer dans ma chambre, il y a quelqu'un, ça va pas, ok, je me connecte, je te dis ce que je vois. Et je lui dis, écoute, ta chambre, elle donne sur une rue passante, et je lui dis, la dame, elle est sur ton deuxième vitrail, et elle regarde, tu dois avoir une école ou une crèche en bas, elle cherche un bébé. Elle me dit, oui, j'ai une école qui est en bas. Ok. Et en fait, cette femme, elle est morte en couche, elle est morte en accouchant, donc elle a jamais eu son bébé et elle attendait de voir son enfant. Voilà. Et c'était un décès qui avait eu lieu dans les 5-6 ans. Donc avec l'école, on était cohérents sur qui elle attendait. Et elle faisait le deuil de ce bébé qu'elle n'a pas pu avoir. Je termine juste avec cette question un peu absurde, j'arrive un second à la fin, mais est-ce que c'est possible que des défunts ou des amérantes ou j'en sais rien fassent des apparitions à des moments genre impromptus? Je sais pas, par exemple, je te dis un truc au pif, mais tu fais un exposé en cours ou alors au contraire t'es dans un moment intime avec ton copain par exemple, j'en sais rien. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des défunts à ces moments-là ou au contraire tout est fermé Alors déjà, quand ils sont en haut, ils voient pas les mêmes choses que nous. Ouais. Tu vois, ils voient nos âmes, ils vont pas voir nos corps de la même manière que nous. Et oui, parce qu'en fait, quand tu es dans des moments où tu es plus dans la pleine conscience, le moment présent, tu vois, quand tu es connecté au maintenant, c'est plus facile pour eux de venir. Ok. Et donc oui, ils viennent souvent faire des clins d'œil quand il y a des moments de nos vies, soit pour nous dire qu'ils sont présents, soit pour nous dire que ça va aller, soit pour nous souhaiter des choses. Enfin voilà, il y a vraiment ces apparitions-là. Et ça ne te dérange pas toi de te dire qu'à tout moment, c'est bizarre comme question, à tout moment t'as des défunts qui peuvent voir ta vie en fait finalement ou Je me dis que quand on sera là-haut, ça sera pareil. Ouais. Et puis que de toute façon, le mécanisme est comme ça. C'est ça.
cas de ce que je ressens et de ce que j'ai pu capter. Donc ça ne me dérange pas particulièrement, je vis avec. Ouais, Lucie, merci beaucoup. Merci C'était infiniment. moi. Je crois que peut-être juste avant qu'on termine cette vidéo, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Est-ce que tu as un Instagram, un site web? Alors on peut me retrouver sur mon Instagram, donc Lucie Aubron, et puis sinon sur mon site internet, Lucie Aubron. Voilà. Est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous dessus, par exemple? Ou est-ce qu'il faut te contacter sur Instagram? Comment ça se passe en général? Donc vous avez les liens pour prendre directement sur mon agenda en ligne, soit pour des séances de guidance ou de soins énergétiques, soins d'âme. Je me posais la question aussi, mais est-ce que du coup tu agis que sur des gens qui sont dans ta région? Ou je sais pas, on peut par exemple genre prendre un rendez-vous en visio ou j'en sais rien, ou c'est un truc qui est possible ou pas? Partout dans le monde. Ok. Moi j'ai des clients en Suisse, en Belgique, au Portugal, aux Émirats. Putain, c'est dingue. Et en France aussi du coup. Et en France. Ok, ça marche, incroyable. Bah, n'hésitez pas, évidemment, le lien se trouve en première ligne de description. Lucie, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rappelle que si vous voulez voir un autre épisode, vous avez 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. N'hésitez pas. Sur ce, c'était Noah avec Storycube. Passez une très bonne soirée. Bye.